Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Dans une semaine, le film Alpha sort enfin dans nos salles. Après le succès de Titane, la réalisatrice française Julia Ducournau revient nous en mettre plein la vue au cinéma. C'est plutôt un bon prétexte pour revenir sur son premier long métrage qui avait déjà à l'époque fait beaucoup parler. Au menu d'aujourd'hui, de la viande crue, des animaux et du sang, beaucoup de sang. Grave, c'est un de mes films doudou perso, un film que je regarde encore et encore avec toujours le même plaisir, et donc forcément je suis très contente de vous en parler. Un peu de la même manière dont je tanne les gens autour de moi avec depuis la première fois que je l'ai vu. Et oui, vous y avez échappé jusqu'à maintenant, mais vous n'êtes plus safe désormais. Sorti en 2016, Grave est le premier long métrage de Julia Ducournau. Avant ça, elle nous avait déjà introduit à son monde plein d'hormones, de transpi et de pokipel avec Junior, un court métrage d'une vingtaine de minutes qui est par ailleurs déjà dispo sur Shadows que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Junior est par ailleurs une espèce de proto-Grave, un petit mélange de ce qu'on va y retrouver mais de façon moins poussée et évidemment explorée plus en profondeur que dans un court-métrage. Et alors que dans Junior, le personnage est une jeune fille de 13 ans commençant sa puberté, Grave nous fait suivre Justine, une ado de 16 ans rentrant tout juste à la fac vétérinaire où elle rejoint Alexia, sa sœur aînée. Pendant son bizutage de première année, elle va pour la première fois manger de la viande, parce que oui, pour le contexte, sa famille est strictement végétarienne, ce qui va donc réveiller un appétit de plus en plus intense pour la chair animale et puis humaine. On ajoute à ça du body horror comme on l'aime, avec à nouveau de la pokipelle qui rougit et qui gratte, et on obtient un super film de genre où cannibalisme et sexualité sont hyper connectés. Comme je vous l'ai dit, je vis une grande histoire d'amour avec ce film, déjà parce que visuellement c'est vraiment un régal, mais aussi parce qu'il est passionnant à analyser, vous le verrez. On y parle de corps, de cannibalisme, de pulsion et de sexualité, mais aussi d'injonction et de résistance à celle-ci, et puis aussi d'humanité. C'est un thème qui est finalement au cœur de ce film. Vous me connaissez maintenant, il est temps de décortiquer tout ça ensemble. Évidemment, le cannibalisme, il est hyper présent dans Grave. Mais qu'est-ce que c'est exactement le cannibalisme ? Alors en fait, le cannibalisme, c'est ingérer une partie du corps d'une autre personne. Il y a du coup un sous-texte qui est quand même assez sexuel dans ce thème, puisque en ingérant l'autre, on le met littéralement à l'intérieur de soi. Il s'agit de pulsions plus ou moins enfouies au fond de nous-mêmes et de notre humanité, une bestialité qui fait peur mais qui existe incontestablement.
Mêler des sentiments extrêmement humains avec un acte qui est condamné comme étant immoral dans notre société, c'est, je trouve, très intéressant parce que ça permet de confronter les spectateurs et les spectatrices à la monstruosité des personnages, mais aussi à la leur. Parce qu'on est vraiment tous et toutes des monstres, cette chose elle est en nous, on ne veut juste pas la voir. C'est précisément ce que la réalisatrice voulait faire, c'est-à-dire présenter la figure cannibale non pas comme un autre, un monstre étranger qu'on ne connaît pas, mais avec une adolescente de 16 ans à laquelle on peut beaucoup plus s'identifier. Évidemment parce qu'on n'est pas tous et toutes des cannibales, hein, c'est pas ça le propos, mais au lieu de ça, c'est plutôt qu'on est invité au plus près du personnage, on est invité à être avec elle plutôt que contre elle en fait, de la comprendre et de comprendre ce qui se passe dans son corps et dans sa vie. Et ça passe notamment par des plans de caméra qui sont hyper rapprochés. Si vous avez vu le film, vous voyez vraiment de quoi je parle, on a beaucoup de plans sur sa peau rouge qui pèle lorsqu'elle est en manque de chair. La caméra, elle va vraiment suivre son corps pendant des scènes de danse ou de sexe. Et le corps finalement est hyper important et hyper présent dans ce film. Le point de vue est vraiment recentré sur elle en tant que protagoniste et sa monstruosité, elle est vraiment traitée comme étant extrêmement humaine finalement. Cette centralité de la monstruosité comme expérience interne plutôt que menace externe et lointaine est ce qui rend grave, je trouve, différent d'autres films qui traitent de cannibalisme. La réalisatrice, elle joue avec l'empathie que le public peut ressentir pour le monstre, entre guillemets. Ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est en fait de jouer avec les corps et leur matérialité pour les représenter d'une manière aussi réaliste et organique que possible. Ça, je le sors pas de mon chapeau, c'est vraiment quelque chose dont elle a parlé pendant des interviews. Ces corps, donc les corps organiques, les corps des femmes surtout qu'elle met en scène dans ce film, sont des corps qui vivent, qui sont en mouvement, et elle met d'ailleurs, Julia Ducournau met d'ailleurs une emphase sur le fait que les entre guillemets vraies femmes, vomissent, saignent, ont des problèmes de peau, pour sortir ces personnages féminins des injonctions à la beauté et au corps parfait qui les hypersexualisent dans encore beaucoup de films. Alors on va revenir plus tard sur la partie injonction et standards de beauté féminine, maintenant j'aimerais qu'on parle du rapprochement évident entre soif de chair humaine et sexualité, parce que clairement c'est quelque chose de central dans ce récit. On va faire une petite remise en contexte pour que vous puissiez bien suivre ce que je veux dire. L'histoire, qu'est-ce que c'est donc ? Elle nous place Justine, la protagoniste, qui arrive à l'université. Dès la première nuit, elle est entraînée, elle, son coloc et toutes les autres premières années, dans un bizutage assez extrême, enfin je trouve, qui implique notamment de se faire asperger avec des litres de sang. De quoi, j'en sais absolument rien, c'est pas dit, donc à vous les interprétations. On a plusieurs scènes qui montrent ce bizutage qui va se poursuivre sur des mois et des mois de relations de pouvoir entre les plus âgés, qui doit être appelé vétérans ou vénérables, et les nouveaux et les nouvelles qui sont souvent traités de façon, assez irrespectueuse, ou en tout cas sont un peu traités comme des animaux. La scène de ce rituel la plus importante, c'est celle où elle est forcée de manger un rein de lapin. Dans la cour, tout le monde fait la file pour l'avaler, et Justine, elle est pas hyper chaud au début, et franchement, on peut le comprendre, mais après une pression de la part de sa sœur Alexia, elle finit par céder. T'es végétarienne toi maintenant? Bah non, pourquoi? Et elle, c'est ta sœur? Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. T'es sérieuse là? C'est pas la mer à boire, franchement tout le monde y passe. Bah t'as qu'à manger le sien alors. Le mien je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde. Tu vois, c'est rien. Ouvre. Tu seras contente de l'avoir fait. Non mais tu vas pas commencer l'année en abandon là, tu t'affiches. Justine, qui est d'abord végétarienne, va donc ingérer ce fameux rein de lapin, et c'est ça qui va déclencher, comme je l'ai dit, son goût prononcé pour la viande. Par la suite, elle va voler un steak au self-service qu'elle ne mangera pas, mais le fait de l'avoir volé montre que la viande c'est un plaisir caché, c'est un plaisir coupable qu'elle cache. Dans la scène suivante, elle va par contre plus s'en cacher du tout, elle va manger en fait un sandwich avec de la viande dedans. D'ailleurs, son coloc la regarde de façon assez suspecte. T'es parti pour nous faire échouer? Tu manges quoi? Des céréales? Elles sont là les céréales. Oui, bah ça va, je prends du lait.
La prochaine fois qu'on la voit manger de la viande, c'est sa première expérience cannibale où elle mange le doigt de sa sœur. Un accident entraîne effectivement Alexia, donc la sœur de Justine, à se couper le doigt avec une paire de ciseaux, doigt que Justine rongera jusqu'à l'os dans une scène mettant en avant toute la curiosité et l'euphorie accompagnant cette première fois. Alors la musique elle est d'ailleurs super importante dans cette scène où elle va vraiment atteindre un climax lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle vient de faire et qu'elle y succombe totalement. Après ça, sa curiosité pour la viande et le sexe, autrefois profondément enfouie, va surgir. En effet, la viande, donc animale et humaine, représente ici une métaphore très crue du désir et des pulsions sexuelles. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, je vais vous décrire certaines scènes qui ont lieu après ce que je viens d'expliquer, donc après la première expérience cannibale. Vous verrez, ça sera plus clair. Dans la première, Justine et Adrien, son coloc de dortoir donc, se trouvent au milieu d'une évaluation qui consiste à disséquer des animaux morts. Adrien lui demande de l'aider à fermer son tablier, ce qu'elle fait, mais elle va rester immobile pendant plusieurs secondes derrière lui en fixant sa nuque. La respiration lente et profonde de Justine est accentuée par l'absence d'autres sons ou de musique, et le regard qu'elle porte sur lui laisse à penser qu'elle pourrait, d'une seconde à l'autre, se mettre à le mordre. Cette tension, elle est également présente lorsqu'elle l'observe en train de jouer au football dans la cour de l'école. Dans cette scène, le garçon est torse nu et la caméra, qui représente donc les yeux de Justine, se pose sur son corps et sur sa peau nue. Lorsqu'il se touche entre les jambes, le nez de Justine se met à saigner. C'est d'ailleurs une scène qui est vraiment surprenante, où la jeune femme regarde au lieu d'être regardée. Elle va en fait, en quelque sorte, se réapproprier le regard voyeuriste habituellement masculin pour à son tour porter un regard sexualisant sur l'objet de ses désirs, c'est-à-dire le corps masculin. Deux autres scènes reflètent ces comparaisons entre sexualité et pulsion cannibale de manière plus explicite. Lors de la première, elle se fait asperger de peinture bleue et se retrouve enfermée avec un garçon recouvert de jaune, avec pour consigne donnée par un aîné de ne pas sortir avant d'avoir réussi à créer du vert. Alors on comprend ce qu'ils vont devoir faire, hein. Le garçon va donc initier un contact physique en la touchant et en l'embrassant. D'abord elle va résister en le repoussant, puis va le laisser s'approcher, pour finir par lui manger une partie de la lèvre inférieure. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, elle est malade cette meuf! Enfin, la dernière scène que je voulais aborder, c'est la scène où Justine et Adrien couchent finalement ensemble. Au début de cette scène, il va se mettre sur elle, mais on voit qu'elle reste pas du tout passive. Elle va l'embrasser, lui lécher le corps et elle va essayer de prendre le contrôle. Son corps, il va se débattre énormément contre le sien. Sa bouche va se rapprocher plusieurs fois de la peau du garçon, qui la retient d'ailleurs physiquement pour pas qu'elle le morde. Quand elle monte sur lui, elle est presque animale, elle est dominante et elle finit par jouir en se mordant l'avant-bras jusqu'au sang. Dans cette scène, on est totalement du côté de l'expérience de Justine, c'est son corps qui est le plus mis en mouvement. Le film ne va pas verser une seule seconde du côté du désir masculin, mais de celui féminin, de Justine, évidemment notamment parce que c'est sa protagoniste. On va tout de même rester vraiment dans l'expérience de Justine qui va vivre ce moment sexuel de façon très active. C'est, je trouve, hyper rafraîchissant de voir ce genre de représentation de la sexualité, et encore plus de la sexualité adolescente. Après ces expériences cannibales et sexuelles, elle a l'air vachement plus à l'aise dans son corps. Elle devient plus affirmée, par exemple on la voit qui danse devant son miroir en bougeant son bassin de manière sensuelle, sur une chanson d'ailleurs qui parle beaucoup de sexe et de violence. Elle boit de l'alcool jusqu'à ne plus tenir debout, elle embrasse des inconnus lors d'une soirée. Alors attention, je suis pas en train de dire que pour être plus affirmée et pour avoir plus confiance en soi, il faut boire de l'alcool et embrasser des gens en soirée qu'on ne connaît pas. C'est pas ça que je dis, non. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est surtout qu'en fait, elle a l'air d'oser faire des choses, ce qui contraste totalement avec qui elle était au début, quelqu'un de vraiment très timide, ou en tout cas qui n'allait pas vers les autres. Ce film nous offre donc une vision en profondeur sur la découverte de la sexualité féminine dans toute son intensité. C'était d'ailleurs un des objectifs de Julia Ducournau avec ce film, en plus de montrer des corps organiques éloignés des injonctions sociales de beauté féminine. Et cela me fait une transition toute trouvée parce que oui, on va maintenant parler des injonctions sociales de beauté féminine. Et oui, c'est pas la première fois qu'on en parle dans ce podcast, donc je suppose que vous n'êtes pas surpris et surprise, mais
il y a effectivement un petit commentaire sur les standards de beauté et sur la fameuse féminité traditionnelle représentée dans notre société. Ce film est vraiment intéressant par rapport à Justine et à sa perception de sa propre féminité. On pourrait dire qu'elle n'est elle-même pas très féminine, entre gros guillemets, attention, dans le sens où elle ne met jamais de jupe, elle ne possède pas de robe, elle ne sait pas marcher en talons. Sa sœur souligne d'ailleurs ses pieds de géante, ce qui n'est pas non plus considéré comme étant féminin. Et alors évidemment, que serait ce film sans la fameuse scène d'épilation qui mène au drame? Justine décide de passer la nuit dans la chambre de sa sœur, Alexia, après d'ailleurs une scène assez absurde où elles pissent toutes les deux debout sur le toit de l'école, il me semble. Cette scène est absolument lunaire, je l'adore. Alors qu'elles sont en train de se brosser les dents, Alexia remarque quelques poils sous le bras de Justine. Il y a un contraste flagrant entre elles. Alexia lui dit de s'épiler, et Justine, elle a pas l'air de comprendre pourquoi elle devrait se débarrasser de ses poils. C'est mieux? Bah non, je vois pas la différence. Putain, le jus, à ton âge, je me faisais déjà Ici, le on baiser pourrait toute seule, comprendre qu'elle est Je peux moins pas dire. ancrée dans les codes de féminité traditionnelle, ou qu'elle accepte son corps tel qu'il se présente à elle de façon naturelle et organique. Elle se laisse pourtant faire par sa grande sœur, qui décide d'effectuer une épilation à la cire de l'entrejambe de Justine. La caméra, elle va pas hésiter à nous montrer ses poils noirs enduits de crème rose, ce qui, je trouve, est aussi assez rafraîchissant et si pas novateur, c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans un film. Quand Justine demande si ça va faire super mal, Alexia répond « c'est un mal nécessaire et on y passe toutes », renforçant son discours sur la nécessité pour les femmes de faire disparaître les poils de leur corps. Quand Alexia doit utiliser une paire de ciseaux pour couper les poils résistants à la cire, Justine proteste et se débat, ce qui déstabilise Alexia dont les ciseaux finissent par lui couper le doigt. Et oui, c'est donc cet accident qui va amener à la première expérience cannibale de Justine. Cet accident, il survient précisément lors d'une intervention pour enlever au corps de Justine une part de son naturel. Le tout à cause de normes liées à l'apparence physique construite par la société et ses carcans solides délimitant une certaine identité féminine. Alors, peut-être que je lis un petit peu trop là-dedans, mais je trouve que c'est quand même un petit peu gros pour que ça soit pas intentionnel. Ici, Justine, elle va totalement envoyer valdinguer les codes et les conventions en ce qui concerne la féminité traditionnelle, ainsi qu'une part de moralité quand même, parce que elle va garder ses poils et elle va basculer dans le cannibalisme puisque, comme je l'ai dit, c'est le doigt coupé de sa sœur qu'elle va finir par manger. Il y a d'ailleurs énormément de parallèles entre l'animal et l'humain dans ce film, notamment par des superpositions de respiration de Justine et d'un cheval, ou encore entre Justine et son propre chien, Gros Quick, qui est d'ailleurs adorable, je l'adore, et spoiler, par contre, il lui arrive quelque chose de mal, donc attention aux âmes sensibles, aux chiens et aux animaux, ou avec les différents animaux qu'elle utilise comme objet d'étude, puisque je le rappelle, elle fait des études de veto. Tu craches, j'ai dit. Mais putain, c'est une blague. C'est pour toi que j'ai fait ça, putain, tu fais chier. Faut bien que t'apprennes, non? Je voulais aussi brièvement parler de la relation entre Justine et Alexia, qui est une relation, pour le coup, assez conflictuelle. Parce que d'un côté, on a Alexia qui assume pleinement son côté cannibale, jusqu'à se retrouver en prison à cause de ça. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle arrive en prison, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, on apprend que le cannibalisme est une histoire de famille. Alors, est-ce qu'on parle de trauma familial qui est passé de génération en génération? Peut-être. En tout cas, il y a vraiment une histoire dans cette famille, et surtout entre ces deux sœurs que je trouve assez intéressantes parce que justement je vais l'expliquer dans le conflit et en même temps dans une sororité qui est parfois assez positive. Donc comme je l'ai dit, on a Alexia qui assume pleinement son côté cannibale et puis on a Justine qui va se placer en opposition à ce cannibalisme après qu'elle a elle-même essayé, mais elle va pas rejeter totalement sa sœur pour autant. Donc Alexia, elle représente en fait une part de monstruosité que Justine finit par rejeter. Elle représente également une menace pour celles et ceux qu'elle tue pour se nourrir forcément. Pour Justine, Alexia est à la fois une menace, mais aussi une sorte d'aide, une sorte de mentor pour trouver son agentivité en la poussant à tester les frontières de sa propre humanité.
Parce qu'effectivement, après que Justine ait mangé le doigt de sa sœur, eh bien celle-ci va être extrêmement heureuse finalement que Justine finit elle aussi par tendre vers ce côté cannibalisme et elle va essayer de lui apprendre à se nourrir de la chair humaine, ce que Justine va totalement réfuter parce que elle trouve que c'est moralement incorrect et elle ne veut pas tuer. Dans Grave, on n'est donc pas face à un monstre cannibale comme on peut voir par exemple dans Green Inferno, mais à un être humain qui va être complexe, qui possède ce que Julia Ducournau a d'ailleurs elle-même défini comme une monstruosité positive, qui survient après avoir été confrontée à un choix moral dans sa vie, ce que son personnage Justine fait en se rendant compte qu'elle a faim de chair humaine, mais qu'elle ne veut tuer personne. Finalement pour elle, ce film c'est une sorte de coming of age, un récit initiatique d'une adolescente qui va subir des changements, autant au niveau du comportement qu'au niveau du physique. Pour elle, le coming of age implique une métamorphose physique qui nous fait questionner notre identité et que finalement l'humanité est elle-même une métamorphose constante. Est-ce que vous vous souvenez du male gaze ? Oui, on en a parlé plusieurs fois ici, donc j'espère que ça vous dit au moins un petit quelque chose. Allez, pour rappel, l'une des caractéristiques principales du male gaze, c'est qu'il va mettre en spectacle les corps féminins par des gros plans et clairement un certain voyeurisme. C'est notamment comme ça qu'Iris Bray le présente dans son livre Le regard féminin, une révolution à l'écran que je vous conseille d'ailleurs si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Il est très accessible, il est bien écrit et il a plein d'exemples filmographiques. Eh bien, je suis heureuse de vous dire que Grave inverse la tendance en proposant une scène de morcellement d'un corps masculin observé par son héroïne. Durant le reste du film, le corps de Justine est dévoilé par la caméra qui s'arrête sur ses jambes ou ses bras quand elle se gratte, ou encore qui suit ses mouvements lorsqu'elle couche avec Adrien. Pourtant, elle est jamais filmée comme un objet. Plutôt, elle est filmée comme un sujet, comme un corps en mouvement. Le regard qui est posé sur Justine, il va pas l'hypersexualiser, jamais, mais la caméra, elle va plutôt essayer de donner de la vie et de la tangibilité à sa protagoniste. Non seulement elle n'est pas présentée visuellement comme un objet, elle va refuser elle-même d'être traitée de la sorte. Ça se voit dans la façon dont elle prend sa sexualité en main, dont elle choisit de prendre soin de son corps et plus généralement dans l'importance prépondérante de son agentivité. Le but c'est de s'éloigner des stéréotypes et de présenter par l'intermédiaire de la monstruosité des adolescentes, plutôt là une adolescente qui recherche activement à se construire en dehors des carcans qui tentent de les aliéner. Et pour ça on peut dire merci à Julia Ducournau qui, je trouve, a fait un travail incroyable dans la mise en scène et dans l'écriture de son film. Avec Grave, elle réussit à présenter un personnage présentant une monstruosité horrifique, donc le cannibalisme, mais de façon crédible et réaliste à laquelle on va s'attacher, notamment grâce à son écriture, au procédé de caméra et à l'interprétation sublime de Garance Marillier qui est incroyable dans le rôle. D'ailleurs, Garance Marillier qui fait le premier rôle du court-métrage Junior et qui est d'ailleurs dans le deuxième long-métrage de Julia Ducournau, Titane. Justine, elle est complexe, mais elle est surtout humaine, avec ses propres forces, mais aussi ses faiblesses, et elle va explorer sa vie sexuelle et se construire son identité au milieu d'un lieu de socialisation où vivent encore et toujours plein de stéréotypes de genre qu'elle évite tant bien que mal pour découvrir qui elle est. C'est un beau récit initiatique, un coming of age bien sanglant, avec une musique que j'écoute en boucle. Pardon, mais l'orgue, il est absolument incroyable. J'aime énormément Grave et je ne peux que vous le conseiller, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et si vous l'avez vu, s'il vous plaît, regardez-le après ou avant cet épisode, parce que c'est d'utilité publique. Voilà, je n'exagère même pas. Vous me connaissez, je ne suis pas une grande experte de la mise en scène, donc je ne vais pas en dire trop, mais ce que je dirais, c'est que j'aime beaucoup l'utilisation des couleurs dans ce film, et surtout du rouge, évidemment pour évoquer le sang, mais je pense aussi pour évoquer cette espèce d'animalité qui se trouve en Justine et dans les autres personnages. Après Grave, Julia Ducournau sort Titane en 2021,
Ce film-là, il est encore plus étrange et plus poussé dans le jusqu'au boutisme que le précédent, mais on va y retrouver des éléments qui sont assez similaires et qui du coup nous permettent d'établir une sorte d'univers autour de la réalisatrice. Déjà, les corps, surtout les corps de ces personnages féminins, sont vraiment centraux. Ils sont filmés de très près, ils sont complètement torturés et modifiés dans des scènes de body horror assez intenses. On retrouve d'ailleurs les mêmes prénoms dans ces deux films, comme Justine, Alexia et Adrien, mais aussi la sexualité dans des formes différentes, mais ça reste un thème qui est assez présent. On a aussi la relation conflictuelle avec sa propre famille, ou bien encore la construction de sa propre identité quand on se sent en marge et qu'on est très seul. Finalement, ce qu'on retrouve largement dans ces productions, c'est une sorte de figure monstrueuse, ou plutôt des figures monstrueuses. Qu'est-ce que le monstre dans son cinéma finalement ? Un renversement de code très ancien du cinéma d'horreur au-delà du manichéisme. Le monstre, chez elle, se présente sous une apparence humaine. Cette forme particulière du monstre permet d'explorer les côtés les plus sombres de la psyché humaine, ainsi que les angoisses liées à des changements sociaux ou culturels par exemple. Le monstre représente alors une manifestation physique d'un aspect réprimé de soi ou de la société, des anxiétés subconscientes cachées sous la surface. Lorsque le point de vue utilisé au sein du métrage est celui du monstre, non plus celui des personnages qui lui sont opposés, une certaine empathie peut se créer. Son but n'est alors pas toujours d'instaurer l'horreur par le dégoût ou l'aversion, mais par l'identification inattendue que le public est sujet à avoir pour lui, par la reconnaissance de comportements, actions, pensées, ou peurs similaires à celui ou celle censée représenter l'autre inconnu, le monstre. Humanité et monstruosité se mélangent, ne font qu'un ensemble. Et la monstruosité qui fait peur à certains et qui traverse mon travail, c'est une arme, c'est une force pour faire repousser les murs de la normativité qui nous enferment et qui nous séparent. Parce qu'il y a tant de beauté, d'émotion et de liberté à trouver dans ce qu'on ne peut pas mettre dans une case et dans ce qui reste à découvrir de nous. Donc je voulais remercier infiniment le jury de reconnaître avec ce prix le besoin avide et viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide. Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres. La semaine où sort cet épisode, j'irai découvrir Alpha, le 3e long métrage de Julia Ducournau. Alors j'en sais presque rien, j'ai pas vu la bande-annonce. D'ailleurs, celle-ci était passée au cinéma quand j'allais voir je sais plus quel film et je me suis littéralement caché les yeux parce que je ne voulais rien voir. J'ai vraiment envie de le découvrir complètement avec toute la surprise que son cinéma puisse offrir. Elle sera donc Julia Ducournau également présente pour donner une masterclass sur son travail de mise en scène. Je vais évidemment vous faire un retour dessus pour que les fans de cette réalisatrice d'entre vous puissent profiter autant que moi. Voilà mes chers ghouls, c'est tout ce que je voulais dire sur Grave et le cinéma de Julia Ducournau. Je pense tout de même qu'il y aurait encore des choses à dire, mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Je dirais juste que je l'admire énormément pour donner une dimension aussi humaine à la monstruosité. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt!